Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un conflit oublié dans l'histoire. La guerre italo-ottomane, également connue en Italie sous le nom de guerre de Libye, campagne de Libye, a été menée par le royaume d'Italie de Victor Emmanuel III contre l'Empire ottoman de Mehmed V entre 1911 et 1912 pour conquérir les régions nord-africaines de Tripolène et de la Cyrénaïque. Vous voulez en savoir plus sur le conflit italo-ottoman? Venez avec moi. Avec l'ouverture du canal de Suez en 1869, la Méditerranée avait retrouvé une partie de l'importance stratégique perdue au XVe et XVIe siècle, en raison de l'ouverture des routes vers l'Amérique et celles passant par le cap de Bonne-Espérance, redevenant un lien important avec l'Extrême-Orient et les marchés européens. En conséquence, l'importance stratégique de l'Italie s'est également accrue en tant que puissance capable d'empêcher l'accès à la Méditerranée occidentale en route vers le canal de Suez. La seule façon d'assurer cette importance stratégique, cependant, était de garder le contrôle, au moins partiel, de l'Afrique du Nord-Ouest, ce que le Royaume-Uni n'était pas disposé à concéder. Presque toute l'Afrique du Nord était de facto sous le contrôle de certains États européens. L'Égypte était sous contrôle britannique depuis 1882, après que les Britanniques eurent stabilisé la région avec la conquête finale du Soudan. En 1881, la France s'était emparée de la Tunisie malgré la présence d'une importante minorité italienne, laissant ainsi la diplomatie italienne devant le fait accompli. Le seul territoire stratégiquement utilisable pour fermer le passage entre les deux bassins occidental et oriental de la Méditerranée reste la Tripolitaine ottomane. L'actuelle Libye. En 1911, l'Italie de Victor Emmanuel III était liée à l'empire allemand du Kaiser Guillaume II et à l'empire austro-hongrois de François-Joseph de Habsbourg, la Triple Alliance, et entretenait en outre d'excellentes relations diplomatiques avec le Royaume-Uni de George V et l'empire russe du tsar Nicolas II. Les relations avec la France oscillent entre fraternité latine et flambée nationaliste, qui de temps en temps mettent à rude épreuve les relations entre les deux nations. Au contraire, la situation diplomatique de l'Empire ottoman de Mehmed V était beaucoup moins brillante, en perpétuel contraste avec la Russie. Elle s'éloignait de l'alliance franco-anglaise de 1907, dite la Triple Entente, pour s'aligner sur le bloc austro-italo-allemand, se retrouvant au milieu du gué, car déjà en 1887, l'Italie et l'Autriche-Hongrie avaient conclu un accord sur sa partition en cas d'effondrement. La situation politique intérieure de l'Italie et de l'Empire ottoman reflétait la situation diplomatique différente. En Italie, le gouvernement était présidé par Giovanni Giolitti, un homme politique controversé mais certainement habile, qui avait exploité une série d'incidents mineurs pour lancer une campagne de presse hostile à l'Empire ottoman, soutenue par les milieux industriels et financiers. Dans l'Empire ottoman, les ferments politiques qui conduiront à la fin du sultanat et à la création de la République turque par Mustafa Kemal commencent. La révolution des jeunes turcs a lieu en 1908 et le régime, pas encore stabilisé, doit faire face aux nombreuses poussées nationalistes et irrédentistes développées par les différents peuples soumis à l'Empire ottoman, dans les Balkans, au Proche-Orient, en Arabie et en Afrique du Nord. L'intérêt italien pour la Libye remonte à 1881, à la suite de l'occupation française de la Tunisie, qui a eu lieu avec le consentement et le soutien du Royaume-Uni, intéressé à avoir les rives du détroit de Sicile aux mains de deux puissances différentes. L'Italie, craignant que la France ne s'étende davantage en Algérie, au Maroc, créant un vaste empire colonial sur les rives de la Méditerranée, prépare les premiers plans d'invasion de la Libye ottomane. En rejoignant la Triple Alliance, l'Italie espérait obtenir l'assentiment des puissances continentales pour compenser la perte de la Tunisie. Mais les espoirs italiens étaient frustrés par l'indisponibilité du chancelier allemand Otto von Bismarck. La démission de Bismarck en 1890 a déplacé la situation, et en 1891 l'article 9 a été inséré, qui prévoyait le soutien de l'Allemagne aux ambitions colonialistes italiennes en Afrique du Nord. Bien qu'après un examen complet de la situation à partir de laquelle il était impossible de maintenir le statu quo et une tentative d'accord avec le Royaume-Uni. En 1900, un accord secret est signé entre l'Italie et la France. L'Italie apportera si nécessaire un soutien diplomatique à la France au Maroc, obtenant d'elle une déclaration de désintérêt pour la Tripolitaine. En 1902, une série de déclarations bilatérales donne à deux pays la liberté de développer leur influence
en Tripolitaine et au Maroc respectivement, s'il le juge opportun. La même année vint également l'assentiment explicite de l'Empire austro-hongrois de François-Joseph de Habsbourg, qui jusque-là avait traité la question froidement. À partir de 1890, la balance commerciale de la Tripolitaine commence à basculer en faveur de l'Italie de Victor Emmanuel III, aux dépens de Malte et de l'Angleterre de George V. Arrivant en 1905 à un tonnage italien entrant et sortant de Tripoli 2 fois supérieur à celui de l'Angleterre et 4 fois supérieur à celui de la France. Une pénétration commerciale anglo-française renouvelée, associée à une plus grande rigidité envers les Européens due à la révolution des jeunes Turcs, commence à mettre en péril les vastes intérêts italiens en Libye. L'occasion favorable pour réaliser ses vues sur la Tripolitaine fut assez habilement choisie par l'Italie au mois de septembre 1911. C'était le moment où, à l'occasion de la crise du Maroc provoquée par l'entrée de la canonnière allemande Panther dans le port d'Agadir, les puissances européennes s'efforçaient de conjurer une crise grave entre la France et l'Allemagne. Elle profita en outre des embarras où se trouvait le gouvernement ottoman, occupé à aplanir des difficultés politiques et financières, à apaiser les menaces bulgares et à subjuguer le soulèvement des Albanais et des Arabes du Yémen. Le 25 septembre 1911, le gouvernement du Quirinal fait remettre à la Sublime Porte par son chargé d'affaires à Constantinople une note par laquelle il protestait notamment contre l'état de désordre et d'abandon dans lequel étaient laissées les provinces de Tripolitaine et de Cyrénaïque, contre l'opposition la plus opiniâtre et la plus injustifiée à laquelle se heurtaient depuis nombre d'années toutes les entreprises économiques italiennes dans ces régions. En conséquence, il avait décidé de procéder à l'occupation militaire de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et demandait une réponse péremptoire à ce sujet dans un délai de 24 heures. La Sublime Porte répond à cet ultimatum le 29 septembre par l'intermédiaire de son chargé d'affaires à Rome, en niant l'agitation et la propagande d'excitation dont s'était plainte l'Italie, et en déclarant avoir vainement cherché les circonstances dans lesquelles la Sublime Porte se serait montrée hostile aux entreprises italiennes intéressant la Tripolitaine et la Cyrénaïque, en demandant au gouvernement italien de ne pas procéder à l'acte grave d'une occupation militaire. Le gouvernement ottoman l'assurait qu'il trouverait auprès de lui la ferme volonté d'aplanir le désaccord. Cette réponse n'ayant pas donné satisfaction, l'Italie avise la Sublime Porte que la guerre était déclarée et les hostilités ouvertes. Le Saint-Siège était resté neutre, exprimant à plusieurs reprises son scepticisme à l'égard de la campagne libyenne. En particulier, le Saint-Siège était soucieux de ne pas présenter l'entreprise coloniale, avec ses raisons économiques et géopolitiques, comme une guerre de religion. Le Saint-Siège se trouve dans un équilibre diplomatique difficile, car se ranger ouvertement du côté de la guerre aurait signifié exacerber davantage les relations avec le royaume d'Italie, avec lequel persistait un état d'inimitié né de la question romaine, et offrir aux anticléricaux la possibilité de considérer les catholiques comme contraires aux intérêts nationaux italiens. D'autre part, pour des raisons religieuses, le pape Pie X ne pouvait approuver une guerre de religion et se trouvait en grande difficulté avec l'Empire ottoman, qui interdisait au délégué apostolique Monseigneur Vincenzo Sardi d'envoyer des télégrammes cryptés au Vatican. Cependant, de nombreux évêques italiens donnent leur bénédiction aux troupes partant pour le front, et la secrétarie d'État du Saint-Siège, après avoir publié une note dans l'Observatore Romano, les appelle à maintenir une position plus prudente. Les jésuites eux-mêmes, qui s'étaient auparavant durement opposés aux autres campagnes coloniales italiennes, ne se distinguèrent pas clairement du reste du clergé, à l'exception des positions prises dans la revue La Civita Cattolica, qui suivait la neutralité du Saint-Siège. Beaucoup de catholiques italiens ont été convaincus par la propagande nationaliste en faveur de l'intervention. Les catholiques, même avant le pacte Gentiloni, ont commencé à revenir à la politique italienne, dont ils s'étaient volontairement exclus les années précédentes. Pour les opérations en Libye, l'armée royale mobilise un corps d'armée spécial sous les ordres du général Carlo Caneva, formé à cet effet, et formé par la première division pour un total de 34 000 hommes. Chaque division se composait de 2 brigades, et chaque brigade de 2 régiments d'infanterie, chacun renforcé par une section de mitrailleuses, 2 escadrons de cavalerie, un régiment d'artillerie de campagne, 4 groupes de 4 batteries avec des pièces de 75 A, une compagnie de sapes et des services.
Les troupes sankades se composaient de 2 régiments des Besséclériers, chacun renforcé par une section maîtrisée de mitrailleuses, d'un régiment d'artillerie de montagne, d'un groupe d'artillerie de forteresse, d'un bataillon de sapeurs et une compagnie de télégraphes avec 4 stations radiotélégraphiques. Il s'agissait d'unités d'entraînement composées d'éléments provisoirement détachés d'autres unités. Les hommes ont reçu de nouveaux uniformes plus adaptés à l'environnement désertique, gris-vert, qui caractérisait les uniformes italiens jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Par la suite, les forces terrestres ont été renforcées au cours du conflit, avec l'afflux de renforts substantiels. En particulier, le 5 novembre 1911, les 3e et 4e divisions débarquent à Tripoli, venant de Naples, et également organisées en unités d'entraînement. La garnison ottomane en Libye stationnait environ 4000 hommes de la 42e division autonome, du 42e bataillon de fusiliers, du 38e régiment de cavalerie et avait des taux d'artillerie très faibles. Pendant le conflit, les Ottomans ont été rejoints par un nombre inconnu de forces arabes, des unités tribales de taille variable selon la population qui les soutenait, supervisées par des officiers ottomans, auxquels se sont ajoutés 2000 à 3000 guerrieros sunnites, sous le commandement d'Omar al-Muhtara. Les cuirassiers médiciers et hamidiers de l'escadre de Beyrouth étaient vétustes. En revanche, les 2 cuirassés et destroyers de fabrication allemande étaient modernes et capables de vitesse élevée pour l'époque. La rapidité et la précision avec lesquelles l'Italie engage les opérations militaires montrent qu'elle avait minutieusement et longuement préparé son attaque. La maîtrise de la mer appartenant aux Italiens, ce n'est donc que sur les ressources locales, bataillons, réserves régulières, pour organiser la défense que peut compter l'Empire ottoman. Le transport ottoman d'Erna avait d'ailleurs réussi à débarquer quelques jours avant l'ouverture des hostilités 50 000 fusils Mauser et un stock considérable de munitions. Les premières hostilités surviennent de près la rupture diplomatique. Prévenu aussitôt que la guerre était déclarée, le duc des Abruzzes, commandant une escadrille qui croisait en vue des côtes albanaises, ouvrait les hostilités avec 2 destroyers et bombardait, dans les parages du port de Preveza, 2 torpilleurs ottomans. Le même jour, l'amiral Faravelli, commandant de la 2e escadre, 10 cuirassés ou croiseurs, 6 torpilleurs et 4 transporteurs, mouille dans les eaux tripolitaines, signifiant aux autorités de la ville de Tripoli que si elles n'avaient pas capitulé dans les 24 heures, les forts seraient bombardés. Ce délai fut renouvelé plusieurs jours de suite, mais le 3 octobre, le drapeau blanc n'ayant pas été hissé sur les forts, l'escadre commence à ouvrir le feu. Les forts ottomans ripostent faiblement. L'Empire ottoman était gravement désavantagé, son armée en cours de restructuration et de modernisation avec l'aide allemande possédait encore peu d'équipements modernes. Entre autres, sa flotte était peu développée et comptait surtout des navires anciens en bois. Il ne peut donc envoyer suffisamment de troupes pour protéger des territoires aussi éloignés et aussi grands que la Tripolitaine. Et les officiers doivent organiser les tribus arabes et bédouines pour la défense contre l'offensive italienne. Le premier débarquement des troupes italiennes a lieu le 10 octobre. Le contingent italien de 20 000 hommes était alors considéré comme suffisant pour réaliser la conquête. Tobrouk, Derna, Al-Koums furent rapidement prises, mais ce fut pas le cas pour Benghazi. La taille du corps expéditionnaire passa à 100 000 hommes. Après une série de revers, l'opération de routine se transforme en une guerre de position. Même l'utilisation de technologies les plus avancées comme les automitrailleuses ou les aéronefs par la force italienne ne permettent pas de prendre l'ascendant. Les Italiens prennent possession de l'oasis sans tirer un seul coup de fusil. Quelques jeunes officiers ottomans opposés aux ordres de leur souverain désertent. Parmi eux, Mustafa Kemal, le futur Atatürk, et Ismail Enver, futur Enver Pacha, rejoignent les tribus bédouines. Les Italiens fortifient une ligne de défense autour de Tripoli. Le 24 octobre 1911, les tribus bédouines alliées aux jeunes officiers ottomans se rebellent et attaquent les lignes italiennes. Des opérations mineures eurent lieu par ailleurs en mer Rouge. En octobre 1911, l'Italie fait patrouiller un navire et prétend avoir miné la côte méridionale de Camarane. Elle bloque le port d'Al-Qodiyah le 2 octobre. À partir de la fin de novembre, elle bombarde l'ensemble des ports du Yémen. L'Empire ottoman rapatrie ses troupes vers la côte et arme l'imam, qui contrôlait de fait le Yémen face aux tribus hostiles au pouvoir ottoman.
Les troupes italiennes débarquées à Tobrouk après un bref bombardement le 4 décembre 1911 occupent le littoral et avancent vers l'intérieur des terres en ne rencontrant qu'une faible résistance. Mustafa Kemal organise une contre-offensive et repousse des forces italiennes 10 fois plus nombreuses lors de la bataille de Tobrouk. Après cette réussite, il fut assigné au quartier général à Derna le 6 mars 1912. Le 3 mars 1912, près de Derna, 1500 volontaires libyens attaquent des troupes italiennes, creusant des tranchées, en infériorité numérique, mais disposant d'un armement supérieur. Les Italiens parviennent à tenir la ligne. Le manque de coordination entre les unités, l'intervention de l'artillerie ottomane et une tentative d'encerclement menacent toutefois les Italiens. Des renforts parviennent cependant à stabiliser la situation et les batailles se terminent dans la soirée. Le 14 septembre, le commandement italien envoie 3 colonnes d'infanterie pour détruire un camp ottoman près de Derma. Les troupes occupent un plateau coupant les lignes de ravitaillement ottomanes. 3 jours plus tard, les troupes ottomanes, sous le commandement d'Ismaïl Enver, attaquent le plateau mais furent repoussées. Après cela, les opérations cyrénaïques cessent jusqu'à la fin de la guerre. Par un décret du 5 novembre 1911, l'Italie déclare sa suzeraineté sur la Libye, même si elle ne contrôlait que la bande côtière, souvent assiégée par les rebelles. Les autorités italiennes adoptent des mesures répressives comme les pendaisons publiques pour mater la rébellion. Elles ne réussirent cependant pas à ramener l'ordre malgré un armement largement supérieur et des effectifs 4 fois plus élevés. L'Italie conservait cependant une totale suprématie navale et pouvait étendre sa domination sur les 2000 km de la côte libyenne. Elle commence des opérations contre les possessions ottomanes en mer Égée avec l'approbation des autres puissances qui étaient désireuses de mettre fin à une guerre qui durait plus longtemps que prévu. L'Italie occupe une vingtaine d'îles connues sous le nom des Docanèses. Mais cela provoque la colère de l'Empire d'Autriche, qui s'inquiétait des conséquences sur l'irrédentisme des nations comme la Serbie ou la Grèce, pouvant fragiliser l'équilibre déjà instable de la région. La seule autre opération militaire d'importance de l'été 1912 fut une attaque des torpilleurs italiens dans les Dardanelles le 18 juillet. En septembre, la Bulgarie, la Serbie et la Grèce se préparent à la guerre contre l'Empire ottoman, profitant de ses difficultés contre l'Italie. Le 8 octobre, le Monténégro déclare la guerre à l'Empire ottoman, déclenchant la première guerre balkanique. Les diplomates italiens décident de tirer avantage de la situation pour obtenir un traité de paix favorable. Le 18 octobre 1912, l'Italie et l'Empire ottoman signent le traité d'Ouchy, près de Lausanne. Côté ottoman, la paix avec l'Italie fut suivie dès le 1er octobre 1912 par la mobilisation de troupes près d'Andrinople, obligeant les Bulgares, les Serbes et les Grecs à se placer sur la défensive. Côté italien, l'invasion de la Libye fut une entreprise coûteuse. Le contrôle de la Libye fut partiel jusque dans les années 1920. Comme on l'a vu, l'Empire ottoman était considérablement désavantagé. Il ne pouvait fournir de renforts à son petit contingent en Libye. La flotte ottomane n'a pas été en mesure de rivaliser avec la Regia Marina. Et les Ottomans n'ont pas réussi à envoyer de renforts et de ravitaillements dans les provinces d'Afrique du Nord. Bien que mineur, cet événement de guerre a été un précurseur important de la Première Guerre mondiale, car il a contribué à l'éveil du nationalisme dans les Balkans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.